enregistré. Ça y est, donc je vais pouvoir te donner la parole. Tu peux commencer. Merci beaucoup, Là, tu Philippe. n'es pas en plein écran, là. Merci, oui, je voulais juste... C'est bon. Alors, c'est un sujet important, en effet. Et très rapidement, je vais vous raconter mon agrégation, où comme leçon au tableau, j'étais tombé sur les fractures de l'enfant. Donc, j'avais bien pratiqué, je m'étais bien entraîné, et donc j'ai fait les dessins des fractures que vous connaissez, la motte de beurre, la fracture en bois vert. Et donc j'étais très content. Et à la fin, il y a un des chirurgiens qui m'a dit très belle présentation, les dessins étaient très, très didactiques, mais vous avez oublié certainement l'élément qui est le plus fondamental, quoi. Alors je cherchais, et attention parce que ça peut être très, très grave. Et donc j'étais passé à côté des sévices à enfants, qu'on appelle aussi maltraitance. Et maintenant, je m'en souviens. Alors en anglais, on appelle ça child abuse ou non-accidental injury, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Ce n'est pas accidentel. Alors j'ai pris les diapositives de la WHO, là, de l'OMS, merci Laurent, qui sont particulièrement bien faites, et les dessins sont très parlants. Donc il y a dans le monde un adulte sur 4 qui a été abusé physiquement alors qu'il était un enfant. Qu'est-ce que c'est que la maltraitance? C'est la maltraitance physique, bien évidemment, c'est celle qu'on se représente à gauche. Ça peut être sexuel, ça peut être émotionnel ou psychologique. Et enfin, surtout, j'ai envie de dire, ça peut être aussi la négligence de soins, la négligence de soins médicaux, par exemple, mais aussi d'affection, de nourrir un enfant. Bien entendu, ça peut avoir des conséquences sérieuses, ça peut être mortel. Tous les ans, 41 000 enfants de moins de 15 ans sont victimes d'homicides. Et peut-être qu'il y en a certains qui ne sont pas rapportés. Les conséquences peuvent aussi durer toute la vie, car les adultes qui étaient abusés ou négligés étant enfants ont un risque plus important eux-mêmes de perpétrer de la violence physique. Ils sont sujets aussi à la dépression, à l'obésité, à avoir des comportements sexuels à risque ou des grossesses non désirées, et enfin aux addictions. Qu'est-ce qui augmente le risque, ce qui expose les enfants à la maltraitance? Avoir des enfants qui eux-mêmes ont souffert d'abus physiques ou psychologiques, victimes eux-mêmes d'addictions, qui vivent, on s'en doute, dans des communautés où il y a un taux important de chômage, qui eux-mêmes manquent de support de leur famille et ont une grande tolérance pour la violence. Et donc, ça nous amène à droite au facteur de risque de vivre dans une société où culturellement est promue la violence. Je pense à cet ouvrage magnifique qui s'appelle L'âme des guerriers, qui se passe dans la communauté maori en Nouvelle-Zélande, où malheureusement il y a des enfants maltraités ici. Personnellement, j'ai eu l'expérience des aborigènes en Australie, où il y a énormément de maltraitance. Donc le milieu, évidemment, très, très important. Il s'avère, et là c'est encore plus pervers, que les enfants handicapés ont 4 fois plus de chances de souffrir de maltraitance. Il faut y penser devant la répétition d'accidents domestiques. Donc là, on va regarder les entrées aux urgences, et tout est informatisé chez les enfants, comme chez les adultes d'ailleurs. Le recours tardif à des soins médicaux, l'histoire des traumatismes, les circonstances qui sont racontées de manière différente selon les membres de la famille interrogés. Bien évidemment, les antécédents de frères ou de sœurs qui eux-mêmes ont été victimes de maltraitance. Être assez attentif à l'enfant qui est particulièrement heureux à l'hôpital. Il faut faire très attention à ce qu'on appelle l'hospitalisme inversé, l'enfant qui vraiment est très épanoui et qui ne veut pas sortir de l'hôpital. De manière générale, tout comportement anormal de l'enfant et de ses parents, hyper-anxiété, la distance ou être les comportements intrusifs.
Alors, on en vient aux signes cliniques. La peau, l'inspection, hein, en premier lieu, c'est évident. Donc, on voit plusieurs exemples de gauche à droite, d'échymoses avec des couleurs différentes, d'âges différents, des lacérations, des brûlures. Philippe évoquait les brûlures de cigarettes. On voit des brûlures par allume-cigare ici en haut. Ici, la brûlure par un bain trop chaud, un bain punition, entre guillemets. Et ce schéma est particulièrement utile à droite concernant les brûlures. En rouge, ce qui doit alerter, et à gauche, ce qui représente en bas, en bleu, les formes les plus communes d'échymose et de brûlures, en tout cas d'abrasion cutanée. Les fractures, évidemment, en particulier lorsqu'elles sont multiples, on va y revenir, d'âges différents, donc une fracture déjà en cours de consolidation et une fracture récente qui est le motif de la consultation aux urgences. Les traumatismes fisaires au niveau du cartilage de croissance chez les tout petits, les fractures de côte qui sont associées chez les enfants de moins de 2 ans à 90% des cas de maltraitance. Attention aux fractures des membres inférieurs, en particulier au fémur, tel que dans cet article en bas du JBJS américain 2015, lorsqu'elles sont transversales. En général, les fractures du fémur chez les enfants, enfin en tout cas chez les petits de moins de 5 ans, sont des fractures spiroïdes avec des longs traits obliques ou spiroïdes. Par contre, aux membres supérieurs, il faut faire attention aux spires, justement, qui sont le résultat de torsion des membres par un adulte. Voici représenté ici ce que je viens de citer, hein, la torsion de l'avant-bras ou du bras. À gauche, on voit de larges ossifications périostées qui doivent alerter. Au milieu, la fracture en coin, hein, c'est un traumatisme fisaire avec un petit fragment métaphysaire. Ça représente un type 2 de Salter et Harris. Et à droite, l'anse de saut, comme une anse de saut méniscale, on voit représentée là par la flèche comme une anse de saut qui correspond à un décollement sur la partie métaphysaire, juste contre le cartilage de croissance. Ça aussi, chez les tout petits, hein, vous voyez que c'est une radio qui appartient à un enfant de quelques mois, ça doit alerter. La fracture du crâne, évidemment, en particulier quand elles sont complexes, avec plusieurs sites. Et on en vient à ce qui est connu, hein, on appelle ça le syndrome de Silverman, d'après le docteur Silverman, qui était un radiologue pédiatre, qui a décrit ce phénomène d'avoir des fractures d'âge différents et non traitées, telles que représentées à droite. On voit sur le fémur droit un volumineux cal d'une fracture qui a plusieurs semaines, un cal sur le tibia droit là aussi qui est peut-être un peu plus récent, encore sur le fémur gauche maintenant, un traumatisme de la FISE avec une réaction métaphysaire et sur le côté, le tibia gauche, là, une fracture déplacée qui n'a pas été traitée, qui est en cours de consolidation. Donc là, typiquement, cette forme-là est très, très parlante. Le syndrome du bébé secoué, tel que représenté en haut à droite, c'est générateur de lésions cérébrales. Il n'y a pas de stigmate d'un choc à la tête, pas d'échymose, pas de bosse. Ça concerne essentiellement les nourrissons, les individus de moins de 2 ans. Ça génère une hypotonie, potentiellement des crises comiciales. Les patients vomissent, enfin, tous les signes d'une hypertension intracrânienne. On peut à l'examen déceler des hémorragies rétiniennes. Le taux de mortalité est très important. Il est proche de 80% pour les moins de 2 ans. Et vous voyez, il y a chez les survivants, il y a dans un cas sur deux des récidives. Donc vous voyez en bas l'échymose au niveau du bras qui correspond en fait à la prise de l'enfant pour le secouer. Donc voici bien évidemment l'examen de référence, hein, c'est le scanner. On voit pas de lésion osseuse, mais par contre on voit cet hématome sur la faux du cerveau et même un saignement intraparenchymateux en bas à droite.
Alors, il y a des diagnostics différentiels, bien sûr. Les fractures multiples qu'on peut rencontrer associées à une petite taille, des sclérotiques bleus, des dents cassantes et des troubles de la dentinogénèse et une hyperlaxité articulaire. Vous avez reconnu, bien sûr, les stigmates de l'ostéogenèse imparfaite ou maladie des os de verre. Donc, c'est un diagnostic différentiel. Il faut y penser. Comment maintenant prendre en charge ces phénomènes-là? Donc, je marque en règle d'or que ça doit être toujours avec un degré de suspicion très important. Il faut y penser et au moindre doute, il faut déclencher des investigations. Alors, radiologique, on fait des radios corps entier. Il faut protéger l'enfant, donc on va l'hospitaliser, ce patient, et on ne va le laisser rentrer que lorsque on a complètement dédouané la possibilité d'une maltraitance. Il faut bien entendu signaler aux autorités compétentes. Alors c'est vrai que nous, c'est très confortable maintenant, puisque fut un temps où on devait le faire nous-mêmes. Maintenant, le service de neurologie d'Yves Chex se charge de tout, c'est-à-dire qu'il y a une assistante sociale qui va passer et qui va ensuite faire le nécessaire. Donc, ce rapport, ce signalement, il est basé sur des faits, éventuellement sur des photographies de l'enfant. On doit être très prudent. Il ne faut pas accuser quelqu'un nommément. C'est une règle de base. On doit citer, vous voyez, il faut mettre des guillemets. Et il faut savoir, et on va y revenir très rapidement avec Laurent qui va parler du fait que la maltraitance représente bien sûr je cherche le mot, pas Une exception, exception, une dérogation. dérogation, merci Laurent, au secret médical. Ces diapositives en anglais, là, ça me... Donc, les éléments à retenir, c'est que c'est un problème de santé publique réel qui est très probablement sous-estimé. Il y a un danger de mort. Le chirurgien orthopédiste a un rôle, bien évidemment, parce qu'il va être exposé à ces phénomènes-là. Pensez aux fractures multiples et d'âges différents, c'est le syndrome de Silverman, et il est essentiel de faire un signalement. Donc, je donne la parole immédiatement à Laurent Schmitt pour les 5 questions sur les enjeux psychiatriques. Alors, Franck a excellemment posé et le tableau et les circonstances et les principaux éléments du diagnostic, et il a introduit la notion de dérogation au secret médical, qui est la diapo suivante. Alors, la dérogation au secret médical, elle est nécessaire, mais il ne faut pas tomber dans un piège. Alors, elle est nécessaire et elle peut être faite soit au procureur de la République, soit à la cellule de recueil des informations préoccupantes. Si on fait un signalement administratif, les parents doivent être informés. Alors, quel est le piège? Le piège, c'est qu'il faut vraiment viser le procureur de la République ou la cellule de recueil des informations préoccupantes. Et si vous informez d'autres interlocuteurs qui pourraient être tout à fait logiques, le juge des enfants, le Conseil de l'ordre, l'éducation nationale, la protection de l'enfance, eh bien, la famille peut attaquer, famille maltraitante, mais elle peut quand même attaquer en disant c'est une immixtion dans les affaires de famille. Donc, il y a 2 destinataires possibles et pas 50. Diapo suivante. Ce qu'a très bien dit Franck, c'est que s'il y a le moindre doute, il faut garder l'enfant à l'hôpital, prolonger son hospitalisation et éventuellement, et ça c'est souvent les services sociaux qui le font, demander une ordonnance de placement en urgence à l'hôpital. Ou bien, si l'enfant doit sortir, un placement en famille d'accueil. Il faut savoir, je crois que Franck l'a dit, que les certificats, ils doivent être factuels. Il ne faut mettre en cause ni le parent, ni faire des appréciations subjectives en disant on a le sentiment que c'est le père qui fait ceci, parce que ça peut se retourner. Donc, on décrit, on peut donner des illustrations et on explique qu'on a une inquiétude
et on ne met en cause personne. Diapo suivante. Alors, le plus important dans cette affaire, c'est que quand même les parents peuvent avoir un certain nombre de difficultés. Il y a des pathologies qui sont majeures, mais relativement rares, même si souvent les parents viennent de milieux défavorisés. Donc, des addictions, alcoolisme, toxicomanie, des psychoses schizophréniques, des formes de dépression avec agressivité, mais le plus souvent, quelques troubles de la personnalité, soit impulsifs, soit état limite, et dans un très grand nombre de cas, on se trouve devant des parents qui n'ont pas une vraie pathologie, mais qui ont soit une indifférence, une négligence à l'encontre de leurs enfants, soit qui font parmi leurs enfants des différences, hein, syndrome de poil de carotte, c'est-à-dire des enfants qui sont martyrisés et d'autres qui sont très bien traités. Et je n'y reviens pas, c'est la répétition d'hospitalisation ou de passage aux urgences qui attire l'attention. Diapo suivante. Alors, quelles sont les conséquences psychiques sur les enfants? Il y a toute une série de conséquences qui relèvent clairement de la pédopsychiatrie, des retards staturopondéraux, des retraits de communication, des enfants apathiques, des difficultés de contact et de sourire, et puis généralement peu d'interaction avec les parents. Des enfants un peu plus grands peuvent avoir des replis autistiques, des difficultés scolaires, et des fois, ce type de diagnostic peut être évoqué à partir du milieu scolaire, des troubles du comportement, des formes de dépression, d'anxiété et phobie. Donc, vous voyez, ce sont des tableaux extrêmement larges. Lorsque l'on regarde un peu les conséquences des maltraitances ou des sévices à enfants, vous voyez que ça touche la régulation des émotions, que ça peut donner des sortes d'états dissociatifs, c'est extrêmement clair, c'est-à-dire des enfants qui sont à la fois repliés, qui paraissent un peu coupés du monde, des difficultés d'attachement, c'est-à-dire leur lien aux autres est compliqué, des troubles du comportement ou des troubles cognitifs ou des troubles de l'estime de soi. Diapo suivante. Alors, quelles sont les conséquences à long terme? Elles touchent ou la personnalité ou un certain nombre de pathologies mentales, et on retrouve, quand on fait l'anamnèse de ces adultes, un certain nombre d'événements traumatiques de l'enfance. Donc, des personnalités évitantes, des personnalités qui ont un rapport à la réalité un peu fragile, c'est-à-dire qui peuvent, sur quelques événements, avoir des idées de persécution ou délirer, mais ce n'est pas constant. La notion de traumatisme cumulatif, c'est comme une batterie qui se décharge. Ils ont eu toute une série de traumatismes et à un moment, il y a un état de stress traumatique qui apparaît à la suite d'un événement qui ne fait que compléter les précédents. Il peut y avoir une répétition, je crois que Franck l'a dit, sur les propres enfants de ces schémas pathologiques, et il y a des pathologies de l'attachement et du lien. Une pathologie quand même qui est assez, comment dire, qui pose question, c'est comment des enfants battus peuvent devenir des adultes ou des parents battants. Et dans les pathologies, alors ça, c'était des pathologies du caractère ou de la personnalité. Il y a des pathologies mentales qui peuvent se dévoiler, des personnalités très stressées, des troubles phobiques avec du repli, des dépressions, toute forme d'addiction, alcool, cannabis, troubles du comportement alimentaire, et puis les troubles psychotiques épisodiques ou durables. Mais ce qui est frappant, c'est que dans bon nombre de ces parents qui sont des parents, j'allais dire, ou abuseurs ou maltraitants, il n'y a pas de grosses pathologies. On a souvent des gens qui ont des troubles du caractère ou de la personnalité avec une sorte d'indifférence ou de non-perception des besoins de l'enfant. Et quelques éléments donc, de mini-bibliographie qui concernent soit les différentes pathologies, donc des auteurs toulousains, Nicolas et Ludivine Franquito, qui ont écrit un article sur maltraitance à enfants,
Et la question de la levée du secret professionnel, elle est obligatoire, la dérogation, mais il faut faire attention, qu'est-ce qu'on écrit et à qui on écrit. Merci beaucoup d'avoir complété cette partie chirurgicale, j'ai envie de dire. Bien, bravo à tous les deux. C'était vraiment très intéressant. D'ailleurs, moi, j'avais écrit plein de questions avant que vous parliez et j'ai pratiquement tout barré. J'ai pratiquement plus de questions. Mais on va laisser Laurent faire des remarques s'il en a besoin et diriger un petit débat. À toi la parole. Alors, non, mais c'est à deux voix, parce que si je puis dire, c'est Franck et les urgences pédiatriques qui voient ces patients en premier. Et je ne sais pas la fréquence, finalement, de ceux qui se rencontrent chez nous au niveau des urgences. Alors, on y est exposé, je ne dirais pas fréquemment, mais régulièrement. Tous les ans, on a plusieurs patients hospitalisés dans le service. Je dirais comme ça, mais de façon tout à fait non contrôlée, je dirais au moins 5. Mais je le répète, c'est le service de neurologie qui maintenant s'occupe du signalement et de la prise en charge et de toutes les formalités. Donc c'est vrai que c'est depuis plusieurs années maintenant, ça n'est plus entre nos mains. Mais on a régulièrement à la réunion du matin des discussions à ce sujet. Quand on est on donne très rapidement tous les semestres aux nouveaux internes les consignes d'être très attentifs à des histoires discordantes dans les différents membres de la famille, d'être très vigilant sur les types de fractures que j'ai mentionnées tout à l'heure, notamment les fractures transversales du fémur des tout petits. Donc c'est vrai que on a conscience qu'on est en première ligne, mais on n'est plus maintenant les acteurs du signalement. Enfin si, on signale, mais on signale à l'assistante sociale du service d'Yves Chex. Et puis, ça doit être très sous-estimé parce que d'abord, tu ne vois pas tous les enfants battus, mais tu as aussi ceux qui ont des souffrances psychologiques ou sexuelles, tu ne les vois pas. Et donc, ça doit faire un nombre très important, tout ça. Oui, en effet, nous, on voit bien sûr quasi essentiellement ceux qui sont victimes de violences physiques, hein, qui vont générer ce que j'ai montré tout à l'heure, les fractures, les brûlures, etc. Mais c'est pour ça que j'ai insisté, parce que la négligence, c'est aussi de la maltraitance. Alors, si j'ai un tout petit peu insisté sur les dérogations au secret médical, c'est qu'on a eu une consoeur à Toulouse, une pédopsychiatre de qualité, qui voit des sévices à enfants, une maltraitance, les signale au procureur de la République, les signale à la CRIP, mais les signale également au juge des enfants. Et les parents, aussi maltraitants qu'ils étaient, portent plainte contre cette consoeur pour dérogation au secret médical. Et dans un premier temps, parce que le signalement était allé au-delà des deux voies que je vous ai indiquées, le Conseil de l'ordre interdit l'exercice médical à cette consoeur pendant un trimestre en la sanctionnant. La consoeur, donc c'est une consoeur toulousaine, fait appel et, j'allais dire, dans un premier temps, elle est déboutée. Dans un second temps, on reconnaît que ce qui était le plus important, c'était en fait la protection de l'enfant. Mais c'est pour dire que des familles qui ont peu de qualité, mais qui peuvent être des familles virulentes, peuvent aller chercher des histoires. C'est incroyable voir que tout le monde souffre, parce que l'enfant souffre, les parents, s'ils ont fait ça, c'est qu'ils souffrent aussi, et les médecins aussi souffrent dans cette histoire. J'étais un peu sur Internet parce que je me suis demandé, si j'étais un médecin généraliste ou que j'entendais que mon voisin battait ses enfants, qu'est-ce que je pouvais faire? Et sur Internet, ils disent qu'il faut appeler le 119. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Si, c'est un numéro sur enfance en danger. Ça, après, ils orientent comme il faut. Oui, et si vraiment on est très inquiet,
on signale au procureur de la République. Le procureur de la République, c'est la plaque tournante. On dit simplement, on n'incrimine pas les parents. Hein. Mais c'est On facile dit à trouver un simplement, procureur de la République. Jamais je pardon? n'ai appelé. C'est facile à trouver le procureur de la République. Ah oui, et puis lui, il a une obligation, j'allais dire, de suivre un signalement. C'est On lui fait qui sur décide. Internet procureur de la République, on a Ah son oui, numéro, on et tu as un l'appelle. substitut du procureur, tu Qui as une répond. permanence. Bon, Mais d'accord. quand tu signales, euh, et ça c'est important, et Franck l'a très bien dit, tu ne dis pas, Monsieur X, je pense qu'il bat son enfant, ou Madame Y. Ou les Tu crie dis, pas, du voilà, moins. j'ai entendu des cris d'enfant, je me pose la question, et tu Oui, n'incrimines personne. c'est prudent. Parce que sinon, il y a un retour de service, si je puis dire, qui peut être une plainte pour ou dénonciation abusive C'est ou incroyable. immixtion dans les affaires familiales. Et l'enfant lui-même, bien qu'il soit enfant, il peut porter plainte. J'ai 13 ans. Est-ce que je peux porter plainte contre mes parents? En tout cas, tu peux clairement contacter un service et dire que tu es, enfin, qu'il y a un souci. Porter plainte, non. Mais tu peux en tout cas signaler une maltraitance. Incroyable. Non, puisqu'on en est à des considérations très pratiques, très concrètes, j'ai dit dans mon topo, et je le répète, que la base, c'est de ne pas laisser partir l'enfant et la Oui. famille, parce que tant qu'il est à l'hôpital, il est en sécurité. Donc il faut prétexter, parce que des fois, ils vont très bien, la fracture ne requiert plus de soins, mais on peut toujours prétexter qu'il faut vérifier quelque chose, qu'on a trouvé sur le bilan biologique une anomalie qu'il faut vérifier le lendemain, faire traîner jusqu'à ce que on ait mis en place les mesures nécessaires. Donc ça, c'est vraiment aussi un message important. Si on n'a pas le mode d'emploi, et comme tu dis, Philippe, on ne trouve pas le procureur de la République ou il n'a pas répondu ou je ne sais, il faut garder le patient hospitalisé. Ce que dit Franck est important, vous êtes les protecteurs de l'enfant, très clairement. Et à partir du moment où vous avez la suspicion, vous le gardez. Ça permet peut-être d'abord que des assistantes sociales se mettent un peu en tension. Ça permet éventuellement de diligenter une enquête sociale, mais c'est souvent long, des enquêtes sociales. Mais tant qu'il est à l'hôpital, il est protégé. Il faut se souvenir des enjeux, une ou deux ou trois journées d'hospitalisation versus un risque de décès. Hein. Je l'ai dit, sur les petits, les moins de 2 ans, il est réel et malheureusement, là, le taux de mortalité est très important. Hein. Les bébés secoués moins de 2 ans, c'est 80% de décès quand même. Moi, j'ai une autre question. À long terme, par exemple, le fameux procureur de la République, il a le choix entre un placement ou un retour à la famille. Il fait tout pour que cet enfant revienne dans la famille. Il peut être rebattu. Le procureur de la République, il ne fait pas tout pour que l'enfant revienne dans la famille s'il a un doute. Hein. Et il ne le fera pas, il va le placer soit en famille d'accueil, soit dans une structure. Tu me feras sûr parce que, alors c'était il y a longtemps, mais on replaçait les enfants battus dans la famille qui les battait, en espérant que la leçon… Là, ça va dépendre des résultats de l'enquête. C'est une possibilité. Hein. Il y en a qui vont retourner dans leur famille avec des mesures de surveillance. Il y en a d'autres qui sont d'emblée qui vont être placés et qui n'auront plus jamais l'autorité des parents. Hein. Alors, il y a deux sujets, si je puis me permettre, qui sont un peu plus occultes. Le premier, c'est les négligences vis-à-vis des enfants, c'est-à-dire les enfants ne sont pas spécifiquement frappés, battus, brûlés, mais il y a une sorte de désintérêt vis-à-vis d'eux, ce qui donne des enfants, j'allais dire, qui ont un retrait important. Et l'autre sujet qui est assez compliqué, à mon avis, c'est celui des attouchements et des problèmes sexuels, notamment quand c'est un proche qui en est l'auteur. Et je dis que c'est assez compliqué parce qu'il y a pas mal de familles où on essaie d'étouffer ça par tous les moyens possibles pour ne pas faire exploser la famille. Et pour répondre à une des questions de Philippe il y a quelques jours, c'est beaucoup plus tard qu'on entend de la part ou d'adolescents ou d'adultes jeunes qu'il y a eu des attouchements ou plus graves et que ça a été complètement étouffé.
Je vous rappelle que si vous voulez poser des questions, il suffit d'ouvrir votre micro et de parler. C'est un sujet intéressant, hein. Je suis même déçu qu'il n'y ait pas plus de jeunes internes qui écoutaient cette conférence. Ils pourront la voir plus tard. Mais franchement, quand ils seront en garde face à ce problème, ça aurait été bien qu'ils écoutent. Plus de questions? Tu n'as pas d'autres spécificités à nous dire? On va arrêter là. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que je vais te donner le lien de ce film et tu pourras le confier comme première conférence pour tes collègues psychiatres qui verront la partie traumatique. Oui, mais Un peu mieux. ça les intéressera parce que j'allais dire, c'est quand même des faits ou des événements de la vie, ça. Puis, ce n'est pas des petits traumatismes, comme on a pu le voir sur les radios. C'est des fractures, des brûlures, c'est quand même très, très dur. On imagine l'ambiance dans laquelle vit cet enfant. C'est très dur, tu l'as dit, Philippe, c'est très dur parce qu'il faut rester droit dans ses bottes, il faut appliquer les règles que j'ai notées tout à l'heure, il faut être très factuel, il faut être prudent. Il faut, je pense, avoir un petit peu d'expérience avant d'affirmer des choses sur les types de fractures. Ça m'est arrivé récemment cette année. On m'a demandé mon avis et j'ai dit non, ça ne peut pas être le résultat de ce traumatisme qui a donné cette fracture. Et la famille qui en a le droit a demandé à me rencontrer en consultation. Donc j'ai vu la famille, ils ont essayé de me dire ah, mais si, mais il était dans le fauteuil, on l'a tiré parce que la ceinture ne marche pas bien. Je dis quoi qu'il en soit, ça n'était pas quelque chose d'approprié. En effet, on a pu le sortir du siège alors que la ceinture était fermée, mais la force nécessaire pour générer cette fracture, quoi qu'il en soit, n'était pas appropriée. Donc il faut rester, c'est compliqué, hein. Et puis, il faut rester, même si tu sais que c'est un enfant battu, il faut rester stoïque face aux parents et pas les engueuler. Et le pire, ça serait que tu engueules les parents d'un enfant qui a une maladie de Lobstein. Figure-toi que c'est arrivé et Laurent citait tout à l'heure une procédure où le médecin lui-même avait été attaqué par la famille. C'est arrivé à notre collègue, c'est Jérôme Bérard qui était le chef de service à Lyon, qui était le maître de Franck Chotel, là, qui est chirurgien du genou de l'enfant aussi. Et il avait été très très affecté parce que ça avait duré et c'était une maltraitance à enfant qui avait une maladie des os de verre. Donc Oui. là, c'est pour vous dire la complexité de la situation, hein. Mais rappelez-vous, hein, 4 fois plus de risques d'avoir une maltraitance lorsque l'enfant est handicapé. Ah oui, une maltraitance des handicapés. Alors, moi, j'ai une question de psychiatre aux orthopédistes. Est-ce qu'il y a parfois un certain nombre de lésions moins sévères? Je pense à des luxations où, quand on soulève les enfants violemment, quand on les prend sans beaucoup d'égards, sans pour autant qu'on les frappe. Je ne sais pas si ma question est claire. C'est-à-dire quand on soulève un enfant du sol avec les bras ou quand on, sans que ça soit des coups directs. C'est ça ma Franck question. va nous parler de la pronation douloureuse qu'on voit alors, souvent. là, effectivement, hein, ça c'est un grand classique de la traumatologie pédiatrique. C'est effectivement la pronation douloureuse, dont lorsqu'on saisit l'enfant par l'avant-bras ou par la main et qu'on lui dit maintenant ça suffit, tu arrêtes de donner des miettes au canard et tu viens. Et donc là, on va tirer l'enfant, pas forcément au point de le soulever d'ailleurs, et ça va en quelque sorte décoapter l'articulation radio-humérale et avoir une incarcération du ligament annulaire. Je vois que Pierre est arrivé juste au bon moment. Et donc, le résultat de cela, c'est qu'il va y avoir une impotence fonctionnelle, l'enfant va se mettre en position des traumatisés du membre supérieur, coude au corps, et d'où le nom, la main en pronation. Donc ça, c'est quelque chose qui est bénin, qu'on va réduire par manœuvre externe, mais il n'y a pas d'association classique entre ça et maltraitance, parce que ça, c'est quelque chose de presque anodin, alors que comment dire, les lésions qui seront plus typiques, ce ne sont pas des luxations, non, parce qu'à ces âges-là,
inférieurs à 5 ans, il n'y a pas de luxation traumatique. On en voit pour ainsi dire jamais. C'est plutôt des traumatismes du cartilage de croissance qui est le maillon faible de la chaîne ostéo-articulaire. Donc j'en reviens à ma présentation. On voyait des traumatismes du cartilage de croissance ou juxtaphysaire, ou alors les torsions qui vont générer des fractures spiroïdes avec ces longues ossifications périostées. Est-ce que je peux rajouter une généralité qui est que dans tous les cas, quand un enfant a un traumatisme important, c'est toujours les parents qui sont responsables. S'il a un accident de voiture, ben, c'est les parents qui ont eu l'accident. S'il est brûlé, c'est les parents qui ont fait le barbecue et l'ont renversé sur l'enfant. Les parents sont toujours responsables, mais ne l'ont pas toujours fait exprès. Voilà le. Oui, alors, Souvent, quand même. oui, mais on a quand même chez ces petits, hein, je parle toujours des moins de 5 ans, la première cause de traumatisme, c'est l'occasion de le rappeler, c'est les traumatismes domestiques. Donc, l'enfant qui va marcher sur un jeu installé par terre, qui va marcher sur un ballon. Donc là, c'est la classique spire du fémur, hein. Chez l'adulte, ça nécessite bien évidemment soit une fracture pathologique, mais ça nécessite toujours un haut traumatisme, alors que chez l'enfant, au contraire, c'est souvent une maladresse toute simple. Par contre, quand on voit un trait transversal, C'est un choc direct. choc direct, là, ça doit alerter. Chez un enfant de moins de 2 ans, il ne peut pas avoir une fracture transversale. Pour mieux expliquer à Laurent, quand la forme de la fracture nous donne le mécanisme. Et donc, quand la fracture est transversale, c'est un choc direct sur l'os. Voilà, il ne peut pas raconter que c'est un accident au rugby. Donc, on sait comment il a été frappé, en fait. D'autres questions? Profitez-en, parce que ce débat est quand même très intéressant, je trouve. Juste un mot, quand nous faisons l'anamnèse d'adultes qui ont ou des troubles anxieux ou des stress traumatiques ou des addictions, ça fait partie des questions un peu systématiques. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des événements de vie traumatiques ou est-ce qu'il y a eu des conditions éducatives ou des conditions familiales ou parentales un peu traumatisantes? Parce que autant l'enfant de bas âge ne va pas s'exprimer, autant les adultes ont des souvenirs assez précis de ce qui s'est passé. Et ils en parlent facilement ou il faut leur arracher? Si on les interroge, assez souvent, ça vient. Hein. Et ça vient comme un élément de vulnérabilité qui leur a donné, si je puis dire, une moindre assurance, une moindre autonomie souvent. Je pense qu'il y a des enfants quand même qui ont été traumatisés par tous les moyens et qui ne s'en sont pas rendus compte. Ils ont trouvé ça normal. Il n'y a pas ce genre de cas. En tout cas, je ne sais pas, normal, je ne sais pas, mais qui ont enduré, si je puis dire, avec un certain silence, des choses qui sont des fois difficilement concevables, la réponse est oui. Oui, voilà. Il y a une main, je vois, qui s'est levée. Allez, vas-y. Oui, bonjour, Johanna. c'est moi, Johanna Pelletier, j'ai une question. Merci beaucoup pour cette présentation. Ma question, ça concerne plutôt les adolescents, et notamment quand on voit des adolescents où on suspecte fortement une maltraitance. Et est-ce qu'on peut quand même signaler, même s'ils ne sont pas d'accord, surtout sur les adolescents entre 14 et 16 ans, est-ce qu'au niveau législatif, il faut avoir leur accord ou non? Et ma deuxième question, c'est si on suspecte une maltraitance ou alors une négligence, plutôt déclarer par excès si on a un doute ou laisser planer le doute. Voilà, merci. Alors, c'est des questions tout à fait pertinentes. Premièrement, nous sommes, vous, nous, les protecteurs des enfants. Donc ça, il n'y a pas photo. En d'autres termes, s'il y a un doute, il faut signaler, y compris dans le signalement en mettant la notion de doute. Mais il faut signaler. Et il y a beaucoup d'enfants ou d'adolescents apeurés qui diront non, non, ce n'est pas la peine, il n'y a rien de grave. Il ne faut pas penser que c'est... Et il faut quand même protéger l'enfant. Et c'est, j'allais dire, ou au procureur, s'il y a vraiment une maltraitance, ou à la PMI ou à l'enquête sociale, à voir un peu ce qui se passe. Après, malheureusement, on entend assez souvent qu'il y a des délais, qu'entre le moment où quelque chose est évoqué et une enquête sociale, il peut y avoir pas mal de temps. Et ça, quand vous suivez les faits divers, vous l'entendez. Des signalements qui ont donné lieu
à pas ou peu d'enquêtes ou des enquêtes très tardives. Mais ça, c'est notre, comment dire, nous devons signaler, et si nous ne signalons pas, nous sommes pénalement répréhensibles, mais il faut signaler avec prudence dans les responsabilités de ce que l'on voit ou que l'on observe. D'autres questions? Je vois que Paul Bonnegal est un parent à risque quand je regarde l'arrière-plan. Ne le cache pas, c'est trop tard. Oui, c'est ça, oui. Il n'y a plus de questions? Alors, généralement, pour interpeller Paul, les parents ne mettent pas en avant leur consommation de quoi que ce soit. Oui, oui. Et puis les enfants de Paul, ils sont tous très bien, donc c'est que ça ne doit pas être ça. Plus de questions? On s'arrête là, mais je vous remercie vraiment. C'était vraiment très intéressant. Nous n'avons pas été très nombreux à y assister, mais je vais tout faire pour qu'un maximum de gens puissent le voir. Je vais leur envoyer le lien du film. Tu pourras aussi le diffuser dans un milieu psychiatrique. Et je pense que ça sera peut-être la première conférence de psychiatrie d'une longue série. Eh bien, On écoute, pourrait en tout développer. cas, Parce que si on attend que l'hôpital nous aide, on n'y arrivera jamais. oui, Il faut le on peut faire s'en nous-mêmes. Ça. inspirer. Merci beaucoup. Allez, au revoir à tous. Au revoir.